Bonjour les terminales, j'espère que vous allez bien et que ça va tout bien de votre côté, que c'est pas trop catastrophique. Là, vous avez donc la suite de mon chapitre qui est consacré à la puissance chinoise depuis 1949. Donc, après la fiche de questions sur la révolution culturelle, après ma vidéo de mercredi, vous avez là la dernière vidéo consacrée à ce chapitre. La dernière fois, donc, si vous vous souvenez bien, on a vu donc tout ce qui concernait l'économie, le décollage de l'économie chinoise depuis les réformes de Deng Xiaoping. Maintenant, on va voir que bon, il n'y a pas que l'économie. La Chine devient plus puissante aussi dans d'autres domaines, notamment dans le domaine militaire, dans l'influence, dans le soft power, etc., etc. Alors, je vais en premier traiter la question de l'armée. Cette armée chinoise, son budget militaire, il augmente considérablement. Vous voyez que là, entre 2005 et 2011, sur ce diagramme dont la source est l'AFP quand même, ce budget militaire de la défense, il est passé de 247,7 milliards de yuan, les yuan c'est la monnaie chinoise, à 601,1 en 2011, c'est-à-dire qu'en 6 ans, il a été presque multiplié par 3, multiplié par 2,5 en 6 ans, ce qui est énorme comme progression. Et honnêtement, depuis 2011, ce budget militaire n'a fait qu'augmenter. Il a monté en flèche. Donc l'armée chinoise s'équipe, l'armée chinoise se modernise, elle gagne énormément en qualité, elle achète un armement moderne, elle se développe, elle apprend des tactiques plus modernes basées sur l'informatique, sur le partage d'informations, les opérations en réseau. Elle se modernise considérablement. Notamment, l'armée chinoise s'est modernisée dans un secteur un peu inattendu, à savoir la marine. Euh, la Chine veut avoir un sea power, elle veut être la deuxième marine de guerre du monde devant l'Angleterre et sa Royal Navy. Elle a pour le moment un porte-avions, mais en fait il y en a actuellement deux autres en construction. Donc elle va avoir plus de porte-avions que l'Angleterre ou que la France. Là, celui qui est en photo il s'appelle le Liaoning. Vous trouverez donc l'orthographe très facilement sur Internet. Mais la Chine achète et construit aussi de plus en plus de sous-marins modernes, capables de torpiller très discrètement les porte-avions américains. Et dans le domaine naval, la Chine se dote d'une stratégie efficace qui est destinée uniquement à détruire l'US Navy ou à faire le plus de dégâts dans les navires de l'US Navy. Cette stratégie, ça s'appelle la stratégie du déni d'accès. C'est-à-dire le but, c'est d'interdire à l'US Navy l'accès à la mer de Chine et à une partie de l'océan Pacifique en utilisant des sous-marins, des missiles anti-porte-avions qu'on lance du littoral, en utilisant des mines, en utilisant toute une série d'armements très performants. De même, vu que les Américains utilisent leurs satellites dans chacune de leurs opérations militaires, notamment leur GPS et des satellites espions, la Chine développe exprès un missile anti-satellite pour dégommer les satellites américains. Donc vous voyez qu'en fait, l'armée chinoise développe toute une série d'armements qui sont faits pour poutrer l'armée américaine, en opposition totale à l'armée américaine. Donc cette armée chinoise devient de plus en plus importante, le hard power des Chinois devient vraiment très sérieux, très dangereux. Ensuite, concernant l'influence politique et géopolitique, là je vous ai mis une carte que j'ai réalisée récemment. Vous avez donc en noir le territoire de la Chine actuelle avec différentes composantes, le cœur historique de la Chine en rouge, les régions du Tibet et du Xinjiang dont on va reparler, la Mongolie intérieure et la Mandchourie. Or, la Chine développe son influence sur son voisinage. Son influence est en expansion, si vous préférez.
Déjà, sur la Sibérie, une région pourtant qui appartient à la Russie. Dans cette région, vous avez de plus en plus de Chinois, de migrants chinois, vous avez de plus en plus d'entreprises chinoises, de banques chinoises, vous avez des salariés agricoles chinois, des magasins, des petits commerces chinois. Alors que les Russes peuplent pas beaucoup cette région, les Chinois y envoient de plus en plus de monde, ils font de plus en plus d'investissements. Si cette question vous intéresse, vous trouverez sûrement sur YouTube un reportage d'Arte dont le titre est éloquent, il s'appelle Quand la Sibérie sera chinoise. Ensuite, vous avez au sud-est Hong Kong qui a été récupéré par la Chine sur les Anglais. Les Anglais ont lâché Hong Kong en 1997. Alors certes, il y a des révoltes, comme vous avez pu entendre récemment, des émeutes, mais la Chine, en fait, a récupéré une ancienne colonie anglaise. C'est quand même, symboliquement, c'est très important, surtout quand on se souvient que la Chine a été une semi-colonie au début du siècle. De plus, il y a le fameux conflit pour la mer de Chine méridionale, dont on a déjà parlé dans le chapitre sur les espaces maritimes, notamment tout le conflit autour des îles Spratly, où on a vu que la Chine avait avancé ses pions et qu'elle voulait être en fait la maîtresse de cette mer de Chine méridionale, et elle s'était emparée de toute une série d'îles sur lesquelles elle n'a aucun droit, elle n'a aucune légitimité. Dans l'océan Indien, là aussi la Chine a avancé ses pions, c'est ce que les journalistes ont surnommé le collier de perles. Ce sont des bases navales ou des ports, dans lesquels en fait les navires militaires chinois ont le droit d'accoster, de se ravitailler. Donc en fait, Pékin a installé toute une série de bases navales de manière à avoir un accès à l'océan Indien. Cependant, tombez pas dans les excès et la propagande, ces bases sont incapables de lancer la moindre offensive contre l'Inde, c'est plutôt des points d'appui pour la flotte chinoise, pour que la Chine puisse protéger sa route maritime qui est stratégique et qui la conduit au pétrole du Moyen-Orient et aux marchés qui sont présents en Europe. Ces bases ont peut-être plus une vocation défensive qu'une vocation offensive, donc soyez nuancés sur cette question. Enfin, dernier élément, la Chine a un projet qui s'appelle le projet des nouvelles routes de la soie. C'est l'idée de construire de grandes infrastructures de transport, des autoroutes, des TGV, à travers l'Asie centrale que vous voyez à l'ouest de cette carte. L'Asie centrale, c'est le Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan. Voilà, je crois que je les ai tous dit. Un grand projet de développement vers l'Asie centrale pour connecter l'Europe à la Chine, de faire de la Chine le centre économique du monde, et pour détacher l'Europe des États-Unis, mais pour la reconnecter à la Chine en fait. Alors ce projet, je ne sais pas s'il va se terminer parce qu'il coûte énormément d'argent, c'est des milliards et des milliards de dollars. Il passe aussi dans des régions qui sont en conflit, mais bon, en attendant, c'est très ambitieux, et si les Chinois réussissent, ils vont agripper, ils vont reconnecter à eux toute une série de régions du continent eurasiatique. Ensuite, l'influence politique chinoise se développe avec le Chine Afrique. Voici une carte réalisée par la revue scientifique La Carto. En fait, depuis les années 2000, la Chine étend son influence en Afrique, a tendance à prendre le relais de la France. C'est pour ça qu'on parle de Chine Afrique. Alors, qu'est-ce que fait la Chine ? Déjà, elle augmente considérablement ses investissements en Afrique. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait appelé les IDE, les investissements directs à l'étranger. Elle installe des filiales donc en Afrique. Elle augmente ses échanges commerciaux avec l'Afrique. Là, vous voyez par exemple que la Chine avec l'Afrique du Sud, en fait, 25% des échanges de l'Afrique du Sud vont vers donc la Chine. Par exemple, si je prends le Nigeria, vous avez plus de 10% de ses échanges commerciaux
qui vont avec la Chine, alors qu'avant, cette part était totalement minoritaire, limitée. Donc, la Chine donc, essaye d'obtenir de plus en plus de pétrole de la part du Nigeria et de l'Angola. Elle essaie de se garantir un accès aux matières premières dont l'Afrique regorge. C'est pour ça que vous avez aussi pas mal de Chinois en Afrique, donc ce sont les cercles. Les cercles, c'est les ressortissants chinois en milliers dans les différents pays africains. Par exemple, en Algérie, vous avez un peu plus de 15, donc 100 milliers, donc 15 000 ressortissants chinois. Donc les acteurs économiques chinois sont présents. La compagnie pétrolière chinoise, la CNPC, est très présente au Nigeria et en Angola pour rafler des contrats, des marchés. Bref, la Chine étend son influence économique en Afrique. Elle a fait construire aussi le bâtiment de l'Union africaine, qui est une organisation régionale africaine. Elle a fait construire le bâtiment et elle fait construire des infrastructures de transport en Afrique, des lignes de TGV, de TG de train par exemple. Ensuite, la question du soft power. Alors là, j'annonce la couleur. Le soft power chinois, il est très limité. Il est incroyablement plus faible que les États-Unis, plus faible que celui de la France, plus faible que celui de beaucoup de pays. Mais si le soft power de la Chine est faible, il n'est pas inexistant. Alors, ce soft power chinois, il repose sur quoi? Sur la médecine traditionnelle chinoise, telle que par exemple le Qigong. Sachez que le Qigong, c'est un peu le yoga des Chinois. Le but, c'est de retrouver son énergie, et vous avez des cours de Qigong à Cluse comme à Salanches. Vous avez le Kung Fu aussi, avec des films de Kung Fu comme Tigre et Dragon, qui a été réalisé par Ang Lee, qui est à la nationalité chinoise et américaine. Et le film Tigre et Dragon se passe en fait vers Wu-Tang, c'est-à-dire en Chine. Cependant, les films d'arts martiaux, il n'y a pas que les Chinois qu'on font, hein. Il y a aussi, par exemple, les Coréens, voire les Japonais, hein, ou Hong Kong qui fait des films d'arts martiaux. Donc, les Chinois n'ont pas le monopole des films d'arts martiaux. Donc, on a les films d'arts martiaux, on a des films des péplums chinois, comme la Cité interdite. Vous avez enfin, la Chine a accueilli les JO en 2008 pour la première fois, donc ça c'était un grand succès pour améliorer l'image de la Chine à l'étranger. Vous avez enfin ce qu'on appelle les instituts Confucius, c'est-à-dire que dans le domaine universitaire, la Chine étend sur toute une série de pays des centres de recherche et de coopération culturelle qu'on appelle des instituts Confucius du nom du philosophe chinois. Elle établit aussi des partenariats avec les universités chinoises et les universités occidentales, comme ici Paris-Ouest, Nanterre. Elle envoie ses étudiants donc à l'étranger, et puis elle demande donc aux maîtres de conférences occidentaux de faire des conférences en Chine. Il y a vraiment des partenariats dans ce domaine. Alors faites attention, dans une copie de bac, vous mettez quand même que le soft power chinois est très limité. Vous détaillez pas trop cette question-là, je le fais ici plutôt à titre de culture générale, mais dans votre copie, vous mettez pas 15 lignes sur le soft power chinois, vu qu'il est justement limité, ok? Ne confondez pas l'affirmation générale et la nuance, n'inversez pas les deux. Alors, cependant, si tous les experts donnent l'impression que la Chine deviendra la superpuissance du XXIe siècle, il y a des nuances à apporter. L'avenir est pas si rose que ça. Alors déjà, pas si rose que ça, parce qu'en 1989, vous avez une révolte en fait des étudiants chinois qui demandent plus de droits et plus de démocratie, et ils sont écrasés par les tanks du gouvernement. C'est le massacre de la place Tiananmen. Avec cette célèbre vidéo, vous voyez donc un étudiant qui se dresse devant une colonne de chars du gouvernement pour marquer son combat pour la démocratie. Et ensuite, vous avez donc la pollution, les dégâts environnementaux, les gros problèmes écologiques, tels que les problèmes de pollution de l'air, à Pékin notamment. Vous avez enfin des territoires qui sont en révolte, où il y a des émeutes. Je pense ici au Xinjiang en bas à gauche,
vous avez une minorité qui s'appelle les Ouïghours, qui sont d'origine turque et qui sont musulmans, qui sont donc opposés au gouvernement chinois, qui sont vraiment particulièrement maltraités. Je pense à un reportage d'Arte récemment qui s'intitulait Ouïghours, un peuple en danger. Donc vous avez le Xinjiang en haut à gauche, au nord-ouest, qui est plus ou moins en émeute, en rébellion, avec une colonisation de la part du gouvernement chinois et de son ethnie qu'on appelle les Han. Vous avez le Tibet aussi, qui est un petit peu en rébellion, qui est très maltraité par le gouvernement chinois, et puis Hong Kong, dont on a déjà parlé. Enfin, dernier élément qui peut être un danger pour la Chine, c'est des inégalités sociales énormes, un petit peu comme pour le Brésil. Les 10% les plus riches contrôlent environ 40% des ressources. Donc un coefficient de Gini qui est vraiment mauvais, avec des différences entre riches et pauvres qui sont monumentales. Vous avez des inégalités sociales, mais aussi des inégalités territoriales. Ce cartogramme ou cette anamorphose montre une déformation de la Chine en fonction du PIB par habitant. Vous voyez donc la Chine de l'Est qui est géante et la Chine de l'Ouest qui est minuscule. Donc la Chine du littoral est hyper développée, tandis que la Chine de l'intérieur l'est beaucoup moins, et que la Chine de l'Ouest, elle pèse très peu lourd dans l'économie chinoise, elle est peu développée, et on a des écarts abyssaux entre la Chine de l'Ouest et la Chine de l'Est. Vous avez enfin ici la conclusion du chapitre. Et si vous êtes au bac, n'hésitez pas à parler quand même du coronavirus, qui pourrait signer la fin de cette espèce d'âge d'or, la fin de cette espèce de 40 glorieuses de la Chine, hein, qui pourrait être un peu le chant du cygne de ce décollage des Chinois. Merci pour votre écoute, bon courage et